Merci de nous recevoir chez vous pour le point de l'actualité. Dans un instant, les titres. Célébration aujourd'hui de la journée de l'Europe. 2 conférences débats ont été organisées pour la circonstance. Écho dans un instant. 1200 doses de vaccins contre la méningite. C'est un don du groupe Al-Isa et de Rimbo Transport Voyageurs. Un don à l'endroit des détenus de la maison d'arrêt de Niamey. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La situation des déplacés de l'île de Karamga et la gestion humanitaire au centre d'une conférence de presse animée par le chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini. Le résumé de cette conférence de presse avec Mamoud Saleh. Sont à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Il s'agit pour le chef du gouvernement de faire le point de sa mission effectuée le mardi 5 mai dernier dans la région de Difa. Brigitte Raffini est allé s'enquérir sur la situation du déplacement des habitants de l'île de Karamga qui sont sommés de quitter leur zone d'habitation pour des raisons sécuritaires. Il s'agissait d'une situation d'urgence parce que rester dans ces îles pour les populations pendant que persiste ce phénomène Boko Haram constitue un véritable péril pour elles. C'est pourquoi nous avons préféré leur demander de quitter les lieux. Mais c'est vrai qu'au regard de l'urgence et des délais assez courts, les populations elles-mêmes, en vérité, avaient amorcé les déplacements. Beaucoup avaient déjà quitté ces îles avant même la décision du gouvernement. Alors la décision du gouvernement est venue accélérer le mouvement de dépeuplement de ces îles. Il se trouve que, et nous l'avons reconnu, nous l'avons constaté sur le terrain, que ces déplacements ont été à la fois massifs et c'est arrivé à la fois. Donc les personnes sont arrivées en même temps. Ce qui rendait difficile aux autorités, en tout cas au dispositif local de gestion de cette crise, de pouvoir prendre toutes les mesures pour faire face à cet afflux massif des populations. Le Premier ministre a également évoqué la gestion humanitaire de la région de Difa qui, selon lui, se déroule normalement. Globalement, nous avons 25 700 personnes au niveau des 2 sites, Bosso et Guigmi. Ces populations qui sont arrivées, il y a des camps provisoires qui sont actuellement occupés pour apporter l'assistance d'urgence à ces populations, le temps de s'organiser pour, en particulier, de préférence, les acheminer dans les camps qui sont aménagés à cet effet, notamment à Kabilawa, à Sayam et à Goudoumaria. Mais nous disons bien que dans un premier temps, les sites provisoires ou temporaires de Kimegana en Guigmi et de Yebi et Poujani sont effectivement des sites provisoires où nous devons pendant au moins 1 mois songer à nous occuper, apporter l'assistance d'urgence à ces populations et les stabiliser. D'ici là également, tous ceux qui ont envie de rentrer, de continuer dans leur terroir d'origine, nous pourrons prendre les dispositions, ce qui est déjà en cours d'ailleurs, pour les convoyer en direction de leur territoire, de leur terroir d'origine. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de prendre des mesures d'urgence afin d'atténuer les souffrances des déplacés de l'île de Karamga, a laissé entendre le Premier ministre Brigitte Raffini. Situation humanitaire très critique pour les populations déguerpies des îles du lac Tchad et localités environnantes, arrivées dans les villes de Ngigimi et Difa dans des conditions très pénibles. Ces populations ont abandonné les villages donc qu'elles ont quittés en raison de l'expiration du délai donné par les autorités. Une décision prise sans mesure d'accompagnement qui n'a pas empêché aux éléments de Boko Haram
d'attaquer les villages de la région du Manga. Le député national Lamido Moumouni Harouna lance ce cri d'alarme. Voilà que la décision vient de façon péremptoire donner un délai, en l'occurrence le lundi, pour que toutes les populations qui sont dans ces îles, qui seraient estimées autour de 60 000 âmes, doivent déguerpir sans aucune forme de procès, sans avoir pris des mesures conservatoires pour les protéger contre l'insécurité. Parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte que les éléments de Boko Haram qui sont dans cette zone-là ne puissent pas profiter de ce déplacement pour se ravitailler et commettre des dégâts matériels énormes. Bref, c'est fait. Vous avez vu le déplacement du Premier ministre et des partenaires au niveau de Ningimi. Et c'est pitoyable, c'est déplorable quand vous voyez le monde important qui est présentement en particulier à Ningimi. D'autres ont été transportés vers d'autres pays, notamment le Nigeria, et que sais-je encore. Donc c'est pour vous dire que, très franchement, de mon point de vue, la décision, elle a été un peu précipitée, elle n'a pas été suffisamment mûrie pour préserver les droits de ceux qui sont dans les îles. Et ce faisant, on a l'impression qu'il y a eu une panique quelque part, ce qui ne favorise pas aussi de sécuriser les populations elles-mêmes. Maintenant qu'elles ont quitté ces îles, c'est vrai, elles ont abandonné tout ce qu'elles ont comme bien dans ces villages. Tout ce qui ne peut pas être transporté a été abandonné. Et Dieu sait que c'est une industrie économique énorme dans les lits du lac Tchad qu'il y a. Mais cela n'a pas empêché que les éléments de Boko Haram puissent attaquer notre pays. Rien qu'hier, dans le village de Koukoudou, dans le département de Bosso, ce village a été attaqué. Il y a eu 5 personnes tuées et 2 Toyota emportés par les éléments de Boko Haram. Un autre village, en l'occurrence Kilboa, a été déserté avec un véhicule brûlé. Donc c'est vous dire que nous sommes dans une situation très précaire d'insécurité. Nous devons d'être solidaires en pareilles circonstances et nous devons faire en sorte que l'intégrité de notre pays soit protégée. Autre aspect de ce journal, la délégation de l'Union européenne au Niger a organisé ce matin 2 conférences débats pour marquer la journée de l'Europe qu'elle célèbre aujourd'hui. La première conférence a porté sur le thème « Accès de tous à la justice » et la deuxième sur l'Union européenne face aux défis de la sécurité alimentaire au Niger. Le résumé de ces 2 conférences débat avec notre reporter Abdelrazak Idrissa. C'est en principe le 9 mai qu'est célébrée la journée de l'Europe. Mais pour des raisons de calendrier, la délégation de l'Union européenne au Niger l'a fêtée ce 7 mai. La conférence de ce matin est donc l'une des activités pour marquer cette journée. Le premier thème, accès à la justice pour tous, a été exposé par le docteur Mohamed Lawali Danda, qui a présenté la problématique sous l'angle de défi qu'elle pose à l'institution judiciaire avant de parvenir à cette conclusion. C'est vrai que l'accès à la justice est libre, mais cet accès reste inégal du fait d'un certain nombre de barrières qui sont des barrières économiques, des barrières sociales, des barrières culturelles, des barrières géographiques, mais aussi des barrières temporelles et des barrières psychologiques. Ces barrières agissent parfois cumulativement, mais elles agissent parfois aussi isolément. Dans tous les cas, elles constituent des défis pour la justice dans son rôle de contribution au développement en libérant l'homme de la peur de l'oppression. L'ancien ministre a été appuyé par le chef de la section économie, commerce et gouvernance de la délégation de l'Union européenne au Niger sur notamment la réponse que l'institution européenne
apporte au Niger pour tendre vers un accès véritable de tous les citoyens nigériens à la justice. Déjà en 2006, on avait démarré le programme d'appui à la justice et à l'état de droit, les PAGET 1, qui était financé par le Fonds européen de développement, le 9e FED, et qui avait comme objectif majeur la modernisation du cadre juridique nigérien et le rapprochement de la justice de la population. Il y a d'autres interventions financées aussi par les États membres de l'Union européenne, comme par exemple les projets justice et sécurité de la coopération française, les projets de promotion de la justice et de l'état de droit de la coopération allemande, et l'appui fourni par la coopération espagnole à l'Association des femmes juristes du Niger. C'est aussi en termes de défis et opportunités que le second conférencier sur la thématique de la sécurité alimentaire a présenté son exposé. Je n'ai pas voulu donner la définition de la sécurité alimentaire, mais un bref rappel dit que si réellement elle consiste donc à avoir une alimentation suffisante en tout temps, donc vous convenez bien avec moi que la majorité des ménages nigériens sont en insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire tend à être un phénomène endémique au Niger. Les principaux facteurs qui déterminent l'insécurité alimentaire au Niger sont le climat et la pauvreté. La réalisation de la sécurité alimentaire demeure donc un défi à relever au Niger, où presque un tiers de la population est sous-alimentée. En la matière également, le chef de la section développement rural de la délégation de l'Union européenne au Niger est intervenu pour rappeler les différents appuis que la coopération entre l'Union européenne et le Niger a permis d'apporter. Les deux conférences ont été enrichies par des questions et des contributions des différents participants. Un mot de santé, le groupe Al-Isa et Rimbo Transport Voyageurs ont offert un don de 1200 doses de vaccins contre la méningite au profit des détenus de la maison d'arrêt de Niamey et le personnel du ministère de la Justice. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée ce matin dans les locaux du ministère de la Justice et c'était en présence de notre reporter Asman China. C'est un geste citoyen pour sauver des vies humaines que Rimbo Transport Voyageurs et groupe Al-Isa viennent de poser en offrant 1200 doses de vaccins contre la méningite pour les détenus de la maison d'arrêt de Niamey, leurs gardes en faction et le personnel du ministère de la Justice. Les deux sociétés ont ainsi répondu aux sollicitations du réseau des associations des consommateurs. À cet effet, qu'il me soit permis de faire une mention spéciale de remerciement aux généreux donateurs et leur témoigner toute notre reconnaissance. À commencer par le groupe Al-Isa, premier à donner l'exemple, suivi du groupe Rimbo, qui a sans hésiter effectué avec le groupe Al-Isa un achat collectif, pour ne pas dire un achat groupé, de 1200 vaccins pour l'ensemble des détenus de la maison d'arrêt de Niamey. Mais aussi pour les gardes en faction et le personnel présent du ministère de la Justice. Nous cherchons maintenant à mobiliser 9000 vaccins auprès des opérateurs économiques pour vacciner les prisonniers des 38 établissements pénitentiaires du Niger. Parce que le vaccin est le meilleur moyen de prévention qui offre une protection individuelle et évite le risque de contagion. Pour le ministre de la Justice, le choix de la prison pour ces dons est d'une importance capitale. Je me réjouis particulièrement que mon frère et ami Moustapha Kadi, compagnon de lutte par ailleurs, ait eu l'initiative avec les opérateurs économiques de ce pays d'intervenir dans ce qui est devenu une panique presque généralisée dans les milieux fermés que constituent les maisons d'arrêt. En effet, dans ces milieux fermés, un seul cas peut être source de désastre. C'est donc un réel plaisir et une satisfaction pour tous les cadres du ministère de la Justice, en particulier ceux de l'administration générale, celle de l'administration pénitentiaire, de la sécurité, de la réinsertion, de recevoir ces dons très importants de vous, chers donateurs. Nous vous en remercions très très sincèrement. Je souhaite absolument que l'ensemble de ces partenaires puissent continuer à vous appuyer parce qu'en effet, nous avons
et pour ainsi dire 10 000 locataires, 10 000 détenus dans nos maisons d'arrêt. Et il nous faut absolument continuer, puisque les efforts de l'État, comme vous le savez, doivent se concentrer pour le moment sur les enfants de 1 à 15 ans. Intervenant pour sa part, le président de la Chambre de commerce a félicité Rainbow Transport Voyageurs et le groupe Al-Isa pour avoir accepté d'accompagner le gouvernement pour la vaccination de la population contre la méningite et invité les autres opérateurs économiques à être dans la chaîne de solidarité aux populations nécessiteuses. La suite de ce journal, la Constitution du 25 novembre 2010 fait obligation à nos autorités de déposer la liste de leurs biens aux juridictions compétentes en la matière dans le cadre de la protection des biens de l'État. Une de nos équipes s'est intéressée à ces dispositions de notre loi fondamentale. Le reportage est de Michel Légy. Ce sont des dispositions visant à promouvoir la bonne gouvernance économique dans la gestion des biens publics que la Constitution impose à la plupart des hautes personnalités, à commencer par le président de la République. L'innovation qui a été apportée par la Constitution de la 7e République, c'est le fait que aujourd'hui, seule la déclaration des biens du président de la République est reçu par la Cour constitutionnelle, et pour les autres c'était au niveau de la Cour des comptes, alors que sous la 5e République pratiquement toutes les déclarations des biens de ces personnalités-là est faite au niveau de la Cour constitutionnelle. Maintenant, cette déclaration des biens conformément à l'article 72 a étendu la déclaration des biens non seulement au président, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, mais également au président des institutions de la République et aux responsables des autorités administratives indépendantes. Là, c'est juste à l'entrée en fonction, il y a une première déclaration qui est faite, donc c'est la déclaration initiale. Mais chaque année, il y a une mise à jour de cette déclaration des biens qui est faite, et les écarts constatés entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être justifiés par les personnalités là qui auront fait cette déclaration des biens. Il est à rappeler que dans l'état des lieux de l'application de ces dispositions présentées dans le rapport général détaillé de l'année 2013 de la Cour des comptes, l'on constate de multiples insuffisances en ce qui concerne leur respect. Aujourd'hui, ces personnalités-là, qui sont les autres agents publics du monde, en tout cas auxquels j'avais fait allusion tout à l'heure dans la loi, sont ces personnalités-là aujourd'hui qui sont vraiment des milliardaires. La Constitution interdit au président de la République, aux membres du gouvernement, y compris aux députés, de prendre part, d'accéder au marché public, ainsi de suite. Donc à partir du moment où vous avez accepté cette fonction publique, vous n'avez pas d'autres revenus en dehors de ce que la loi a prévu pour vous, compte tenu de l'exercice de votre charge, de votre fonction. Donc c'est facile de pouvoir reconstituer. Et maintenant, cet écart-là, où est-ce que vous avez eu l'argent? Donc c'est là, c'est soit vous avez détourné des deniers publics, vous êtes enrichi illicitement, et vous savez que c'est des infractions sur le plan pénal qui peuvent être poursuivies. Et c'est ça la bonne gouvernance, parce qu'il ne faut pas que les gens se servent de l'État comme étant un tremplin pour s'enrichir. Il est par ailleurs à rappeler que toute déclaration des biens inexacte ou mensongère expose son auteur à des poursuites du chef de faux conformément aux dispositions du Code pénal. Des processus qui peuvent aboutir dans certaines situations à des opérations de récupération des biens de l'État. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté avec 84 voix la loi portant création, attribution et fonctionnement de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. À travers cet acte, le Niger rejoint la Mauritanie, le Sénégal et le Tchad pour le démarrage des travaux de cette muraille longue de 15 km et 7 km de largeur, prévue dans le cadre de la lutte contre l'avancée du désert dans plusieurs pays africains. Précision avec Moustapha Meïtanimoun, rapporteur de la Commission développement rural et environnement à l'Assemblée nationale. La loi qui a été votée, c'est une loi très importante. C'est une convention panafricaine. Et vous savez, c'est l'ex-président Abdoulaye Wade du Sénégal qui a donné l'initiative. Et c'est une bande de 7000 km sur 15 km de large qui va quitter Dakar pour aller à Djibouti.
Et c'est des opérations de plantation avec toutes les autres opérations de développement qui accompagnent cette initiative. Et le Niger, pour se conformer, a pris ce matin une loi après que le Sénégal, la Mauritanie et le Tchad l'ont fait. Le Niger est le 4e pays qui vient d'adopter une loi et qui applique donc cette initiative. Ce programme, sur sa zone géographique, va couvrir 228 communes sur les 266 communes du Niger. Et donc, ce sera une bande sur ce que nous appelons techniquement les isoètes 100 mm à 500 mm. Et vous savez, comme le Nigeria fait partie aussi de ce programme, c'est pourquoi toute la bande frontalière avec le Nigeria, le Niger a adapté au lieu de 400 mm qu'on a demandé, donc pour nous rapprocher au Nigeria, pour que la bande soit couverte vraiment de la bande du Niger jusqu'à la bande du Nigeria, parce que le Nigeria, c'est sa partie nord qui est considérée. Et donc, en dehors de cette bande, c'est qu'il y a aussi les zones oasiennes et les cuvettes du Manga. Si on dit oasiennes, les Faïchi Bilma et les cuvettes oasiennes du Manga, Goudoumaria Gouré, Meine, qui seront aussi pris en charge. Et sur cette bande, donc, il y aura des plantations d'arbres. Et comme vous l'avez vu, certains députés l'ont proposé qu'il y ait des arbres assez adaptés qu'on doit planter. Et déjà, un certain nombre d'activités ont été programmées, réalisées depuis 3-4 ans. Et déjà dans le budget 2015, il a été prévu 1 milliard par le gouvernement et 2 milliards 100 millions par le FEM pour la mise en œuvre de ce programme. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.